Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. Le Premier ministre reçoit les syndicats aujourd'hui et demain pour parler retraite. Alors, Laurent Berger de la CFDT a fait passer un message au gouvernement. Ne créez pas l'affrontement qui serait mortifère pour tout le monde. Mais est-ce que c'est pas justement une forme d'affrontement que recherche l'exécutif avec cette petite musique qu'on entend depuis quelques jours sur la mobilisation du 5 décembre qui serait juste contre la fin des régimes spéciaux? Bon, écoutez, il faut regarder les actes. D'abord, le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, il cherche, je crois que c'est prouvé depuis un certain nombre de semaines et de mois, la discussion avec les syndicats, avec un certain nombre de syndicats d'ailleurs qui sont prêts au dialogue et à la discussion. Et puis les syndicats qui, par postulat, ne veulent pas du tout de réforme. Mais en tout cas, avec les syndicats qui veulent discuter et débattre, la porte est grande ouverte, elle l'est depuis des semaines, et le Premier ministre reçoit un certain nombre d'organisations syndicales. Après, il y a une question sur les régimes spéciaux. Ce n'est pas faire offense aux salariés, parce qu'au fond, ce n'est pas leur responsabilité, que de dire qu'il y a manifestement dans le système actuel quelque chose de l'ordre de l'inégalité, et qu'il faut qu'on essaie de résoudre cette inégalité-là. Et c'est pas, je répète, on ne cherche pas à vilipender tel ou tel secteur d'activité. Vous ne cherchez pas en parlant de régimes spéciaux d'une autre époque. Il y a des régimes spéciaux. Il y a des régimes spéciaux qui ont été construits à une époque, c'était en 1945, où la pénibilité, où la nature des conditions de travail n'était pas celle, reconnaissons-le, 75 ans plus tard, des 10 régimes. Et donc on est dans un système où on veut que l'universalité et l'égalité soient maîtres à la sortie du dispositif, et donc ça nécessite de réinterroger les régimes spéciaux et de les faire converger en un régime unique. Ce n'est pas une agression en tant que telle de dire qu'il y a des régimes spéciaux qui, dans les temps que nous vivons, ne paraissent plus correspondre à l'objectif que nous avons d'un système qui soit plus égalitaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous ne cherchez pas à monter le reste des Français contre les régimes spéciaux en disant si vous vous mobilisez le 5 décembre, c'est que vous défendez les cheminots? Mais on ne cherche pas à monter les Français les uns contre les autres, parce que je pense quand on gouverne, et c'est pas la volonté du gouvernement, ce n'est jamais une bonne méthode. Mais en même temps, on peut aussi poser les chiffres sur la table et regarder que des régimes spéciaux sont à l'œuvre, que par ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont déficitaires et ils sont financés par l'ensemble des Français. Et c'est pas illogique que les Français, pas que le gouvernement, qu'un certain nombre de Français s'interrogent en disant pourquoi mes impôts, mes taxes financent des régimes spéciaux alors que moi-même, je ne peux pas en bénéficier. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une convergence des régimes. Je rappelle qu'en plus, on est sur un dispositif avec des mécanismes de transition qui sont en discussion, et c'est l'objet des discussions avec le Premier ministre et le gouvernement globalement, pour faire en sorte qu'on fasse converger les choses. Et il n'y a pas de volonté d'antagoniser les Français les uns contre les autres. Vous savez en plus que cette réforme, elle inquiète au-delà des régimes spéciaux, de la RATP, de la SNCF, les avocats, les magistrats. Comment ça se fait que eux, vous n'arrivez pas à les rassurer non plus? Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de faire de la pédagogie. Quand vous regardez, le régime agricole est un régime spécial. Au fond, en 1945, quand on a mis en place le régime général, les agriculteurs ont refusé d'intégrer le régime général parce qu'ils considéraient que la démographie était favorable, sauf qu'ils n'avaient pas forcément vu que la démographie était très défavorable à terme pour le régime spécial agricole. Résultat des courses, on se retrouve avec des agriculteurs qui ont des retraites 300, 400, 500 euros. S'ils avaient convergé dans un régime général, ils n'auraient sans doute pas ce régime spécial, mais au mauvais sens du terme, puisqu'ils ont des retraites qui sont très faibles par rapport à l'essentiel des Français. Pour les avocats et pour un certain nombre de professions, il y a aussi une question démographique qui se pose. Et donc c'est une responsabilité que de regarder non pas un régime en temps aujourd'hui, mais en temps dans 20, 30 ou 40 ans pour faire en sorte qu'il s'équilibre et qu'on ne se retrouve pas dans un régime qui soit lui aussi déficitaire, ou alors avec des pensions qui baissent. Alors vous parlez de 20, 30, 40 ans, ça nous amène à la fameuse clause du grand-père, clause qui, je le rappelle, pourrait amener à ce que seulement les nouveaux entrants sur le marché du travail bénéficient, profitent ou accèdent au futur régime universel de retraite. Vous, votre position, c'est quoi sur la clause du grand-père? Vous êtes pour ou vous êtes contre reporter la réforme dans 40 ans? Non mais, d'abord, il y a une progressivité des transitions. Ça, c'est acté, le gouvernement l'a dit, on verra les durées qui peuvent être proposées, y compris aux organisations syndicales. Deuxième chose, la clause du grand-père. Elle pose une question de à quel moment on rentre dans le système, à quel moment, quel salarié rentre dans le système. Oui, et certains de vos collègues du gouvernement, hier Gérald Darmanin, il y a quelques jours Agnès Buzyn, disent c'est pas crédible de faire la réforme dans 30 ans. Mais quel est le risque d'une clause du grand-père strict, c'est-à-dire qu'on ne rentre dans le dispositif que dans 40 ans? C'est que vous actez le fait que pendant 40 ans, un système que nous jugeons inégalitaire perdure. Et donc c'est pour ça que poser comme ça n'empêche pas la progressivité et la transition. Oui, le par exemple, président parle de faire basculer progressivement. Il n'est pas question de basculer du jour au lendemain d'un régime vers un autre. Vous voyez bien que c'est une réforme de système qui est à l'œuvre. Mais si vous étiez dans le statu quo pendant 40 ans, en fait, on aurait repoussé le problème à dans 40 ans. Or, il y a un problème d'inégalité. Il y a des carrières qui sont hachées, en particulier les carrières des femmes, mais pas seulement. Il y a des pensions de retraite qui sont versées, qui sont très faibles. Et l'objectif, c'est d'avoir des pensions de retraite qui montent pour ceux qui sont avec des pensions les plus faibles. C'est un mécanisme de solidarité. La solidarité,
CFDT, c'est au fond qu'on essaie de faire converger et de faire monter ceux qui ont des pensions de retraite qui sont très faibles. C'est bien ça qui est à l'œuvre. Et donc si on attendait 40 ans, on serait dans un mécanisme où on acterait d'une certaine façon les inégalités qu'on a sous les yeux et que les Français perçoivent. Donc la clause du grand-père, plutôt pas. Mais peut-être que comme on est encore en cours de négociation, il ne faut pas en parler maintenant. C'est peut-être une solution de sortie de crise. Quand on est en phase de négociation, alors j'entends bien qu'on nous dit sortez, dites un certain nombre de choses. Il y a eu un rapport de Levoix qui posait les grands termes du débat. Il y a des discussions avec les organisations syndicales, en tout cas celles qui veulent bien se mettre autour de la table et pas avoir une posture en gros de refus systématique de la réforme. J'entends parfois le représentant de la CGT dire qu'il ne veut pas de réforme. S'il trouve que le système aujourd'hui est égalitaire, moi je veux bien qu'il le dise, mais moi je ne crois pas que le système soit égalitaire. Alors justement, vous parlez de la CGT qui est contre la réforme. Il y a la CFDT qui, sur le papier, est plutôt favorable au système de retraite universelle par points. Par contre, Laurent Berger favorable parce que historiquement la CFDT, c'est eux qui le portent. La CFDT portait Sauf qu'ils disent réforme. attention, nous on ne vous suit pas si pendant que vous faites sa réforme ou avant, vous mettez des mesures d'âge, allonger la durée de cotisation ou repousser l'âge de la retraite. Est-ce que pour avoir à vos côtés un syndicat, la CFDT, vous êtes prêt à renoncer au rééquilibrage du régime financièrement d'ici 2025 ? Ça fait partie des points de débat, mais reconnaissons quand même qu'on ne peut pas entrer dans un nouveau système avec, si je peux dire, au compteur, 6, 8, 10 milliards de déficit. Parce que tout ça, le déficit, c'est de la dette. Et donc, on aurait un système qui, par nature, serait déséquilibré au démarrage. Donc, il faut aussi qu'on pose cette question-là. Après, il y a une question de séquençage, si j'entends bien ce que dit M. Berger, en disant pas tout à la fois. Mais en tout cas, cet objectif d'équilibre des comptes, on ne peut pas y renoncer en tant que tel. Parce que comment on peut accéder ? Alors, j'ai entendu M. Berger dire c'est l'épaisseur du trait. Il me semble que c'est un trait suffisamment épais pour qu'on se pose la question de savoir comment on équilibre ce système. Équilibre et système, juste une toute dernière question très rapidement car ça va très vite. Le 5 décembre, les usagers auront des problèmes pour se déplacer. Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, dit il faut faire une loi sur le service minimum. D'ici le 5 décembre, vous avez un créneau, monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. Je connais trop le sérieux et l'expérience de Bruno Retailleau pour ne pas regarder ça avec un peu de distance. Parce que légiférer... D'abord, dans ce délai-là, c'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe pas en 15 jours. Si vous pouvez me faire une navette entre... Vous voulez dire que Bruno Retailleau faisait juste de la politique ? Mais il me semble qu'on pourrait s'éviter de faire de la législation sous le coup de l'actualité. Nous, on va essayer de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour éviter le maximum de désagréments français, même si j'imagine qu'il y en aura un certain nombre. Mais en tout cas, on ne peut pas... à 15 jours d'une grève, dire je vais déposer une PPL, je pense que, et Bruno Retailleau le sait certainement, c'est que c'est pas une façon de légiférer. Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir été mon invité.